Elle est la représentante numéro 1 de la couleur rose et des poupées de plastique. Bien sûr, je parle de Barbie. Qui est l'équipe derrière ce jouet qui traverse les époques? Et d'ailleurs, comment Barbie s'est adaptée à chaque décennie depuis sa création en 1959? C'est le genre de questions auxquelles je réponds durant cet épisode. Bonne écoute! J'aime l'histoire, mais j'ai aussi un petit côté geek. J'aime les super-héros, les bandes dessinées, les univers comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. J'aime aussi aller derrière ces histoires-là pour en apprendre sur leur création et l'évolution des lieux, des personnages et des intrigues qui évoluent à travers le temps et qui sont teintées de leurs époques. Si je devais donner un nom générique au balado où je décortique tout ça, ce serait Le Coin du Geek. Pour bien comprendre les origines de Barbie, il est important de remonter avant sa conception. Tout commence avec un couple, Ruth Handler et son mari, Elliot Handler. En 1945, le couple s'associe avec Harold Madsen, qu'on surnomme simplement Matt, pour créer la compagnie Mattel. Le nom de la société est formé du surnom de Matt Madsen et celui d'Elliot Handler. Ruth se voit donc exclue du nom de la compagnie, malgré qu'elle fasse partie du trio d'origine. C'est malheureux puisque dans le couple des Handler, Ruth est la véritable femme d'affaires, alors qu'Elliot possède le tempérament créatif et rêveur. C'est un duo improbable pour une époque où les hommes sont habituellement au contrôle des finances et les femmes doivent se contenter de rêvasser. En passant, inquiète pas, on va bientôt parler de Barbie. C'est quand même le sujet de l'épisode. Barbie est née de l'imagination de Ruth Handler. Elle remarque que les jouets qui s'offrent à sa fille Barbara ne sont pas aussi diversifiés que ceux de son fils Kenneth. Barbara, Kenneth, on voit que l'inspiration pour les noms de Barbie et Ken viennent tout droit du cocon familial. Ruth Handler voit sa fille jouer avec des poupées en papier cire. Le but de ce jeu est de coller des vêtements en papier sur une poupée en papier unidimensionnelle. Ruth se demande si ce jeu serait pas plus ludique avec une poupée en 3D. Ruth veut donc faire fabriquer à son équipe une poupée 3D. Là où le bas blesse, c'est que cette équipe est essentiellement composée d'hommes qui n'ont jamais joué avec des poupées. Un peu plus tard, Ruth Handler et sa famille se rendent en voyage en Suisse et tombent sous le regard de Lily, une poupée qui vient d'Allemagne. C'est un personnage que l'on peut voir dans le magazine Build. Avec Lily, on est plus près de la décoration et du bibelot que du jouet. Dans le magazine, Lily n'hésite pas à utiliser et à vendre son corps pour arriver à ses fins. On est donc loin du public ciblé par Ruth Handler. La femme d'affaires achète des poupées Lily et une fois de retour aux États-Unis, les montre à son équipe de créateurs. Si Ruth Handler est considérée comme la mère de Barbie, Jack Ryan est sans doute le père de la poupée. Si son nom te dit rien, c'est parce que c'est la première fois que je mentionne son nom dans l'épisode. Jack Ryan n'est rien de moins qu'un ingénieur aérospatial. Qu'est-ce qu'il fait à travailler pour une compagnie de jouets, puis surtout sur une poupée? Bonne question. Mais bon, il est là et il est très motivé. C'est l'important, j'imagine. Il rejoint Mattel en 1955, mais les finances de Mattel ne permettent pas de verser un salaire d'ingénieur en aérospatial à Jack Ryan. Voilà pourquoi la compagnie signe un accord pour qu'il obtienne 1,5% des profits des ventes de tous les jouets que Ryan créerait pour Mattel. Pour l'époque, c'est un contrat totalement nouveau dans le monde du jouet. Évidemment, lorsque les ventes de Barbie vont exploser, Ruth et Elliot Handler vont s'en vouloir d'avoir signé ce contrat dans le passé. Mais bon, on n'est pas encore rendu là, Barbie n'existe même pas encore. C'est donc Jack Ryan qui dessine les formes et les dimensions de Barbie. Le corps de Barbie possède les mêmes courbes que la poupée Lily. À travers le temps, plusieurs vont d'ailleurs crier au plagiat. Quoi qu'il en soit, Barbie, une poupée de 29 cm, voit le jour en 1959. La première Barbie possède déjà des seins généreux et des hanches très serrées parce que cela correspond à des normes de beauté de l'époque. Pour ce qui est des hanches de Barbie, Mattel défend longtemps leur choix en affirmant qu'il est plus facile pour un enfant de saisir la Barbie avec ses petits doigts. Au départ, la couleur rose n'est pas si omniprésente parce qu'on veut associer Barbie à la haute couture française et que chez les grands couturiers, le rose n'est pas nécessairement la couleur de choix. Lorsque Barbie est prête pour sa mise en marché, Mattel sera à New York avec des Barbies dans ses bagages pour l'édition 1959 du Salon du Jouet. Le succès n'est pas au rendez-vous. Les distributeurs et les propriétaires de magasins présents au Salon du Jouet sont des hommes. Plusieurs sont mal à l'aise devant le jouet. Certains pensent même à une farce de Mattel ou bien à un jouet pour adultes.
Les distributeurs de jouets et les magasins la trouvent trop en décalage avec leur époque. Les hommes d'affaires ne savent pas trop quoi penser de cette poupée qui correspond à leur fantasme, mais qui s'adresse à leurs filles. Ce ne sont pas seulement les hommes qui sont rebutés par Barbie. Après le salon du jouet, certaines femmes qui rencontrent Barbie la voient comme une pression de plus pour atteindre les standards de beauté de l'époque. Désespérée, Ruth Handler demande les services du psychologue et expert du marketing Ernest Dichter. Ce psychologue est conscient des craintes des parents. Pour mieux vendre Barbie, il mise sur le fait que ce jouet aide les jeunes filles à prendre soin de leur apparence, ce qui les aidera un jour à trouver un mari. Nous sommes à une époque où, pour une femme, le mariage est le premier signe d'une vie réussie. Grâce à Ernest Dichter et à la vision qu'il propose de Barbie, quelques distributeurs font finalement confiance à Mattel. Il faut avouer que l'entreprise a déjà une certaine renommée dans le domaine grâce à d'autres jouets qui n'ont pas de lien avec Barbie. On se lance donc dans un élan de publicité pour faire connaître Barbie. Dans une publicité pour la télévision, on met en scène un mariage dans le but de convaincre les parents que Barbie est un jouet de bonnes mœurs et que la visée de cette Barbie est une vie bien rangée. On se rappelle que la poupée sort en 1959. Faut faire avec les normes de l'époque. Après la diffusion de cette publicité à la télévision, les demandes pour Barbie explosent et les usines ne peuvent pas fournir la nouvelle coqueluche de toutes les petites filles. Pour maximiser les profits, Mattel se fie à ce que l'on peut observer dans le monde des rasoirs. Jamais j'aurais cru que je ferais un lien entre Barbie et des rasoirs. Mais bon, le rasoir est vendu à bas prix, mais les lames coûtent plus cher. Les compagnies savent bien qu'à long terme, on achètera bien plus de lames que de rasoirs. Le principe est le même pour Barbie. Si l'on veut diversifier la garde-robe de la poupée, il faut mettre la main dans sa poche parce que les accessoires ne sont pas donnés. Puisque Barbie arrive en 1959 et se popularise dans les années 60, elle arrive dans une époque où le rôle de la femme est de s'occuper de la maison, des enfants et de son mari. Puisque les enfants apprennent beaucoup par imitation, puis par reproduction, les jeunes filles utilisent Barbie pour ressembler à leur maman. Ruth Handler, la mère de Barbie, ne veut pas que sa poupée soit condamnée à ce rôle. Voilà pourquoi elle met en vente de nombreux vêtements symbolisant différents métiers, dont celui d'astronaute. C'est donc en pleine conquête de l'espace que la Barbie astronaute fait son apparition. Dans l'émission Apollo, on ne retrouve aucune femme. De proposer une Barbie astronaute, malgré son habit rose et son maquillage, avance l'idée que tous les métiers sont possibles, même lorsqu'on est une femme. Il y a donc un message féministe qui passe en douceur, sans faire de vagues, avec la Barbie de l'espace. Puis c'est drôle de dire que Barbie est allée sur la Lune avant Neil Armstrong. On en est presque à la moitié de l'épisode et on n'a toujours pas parlé de Ken. On y arrive. La rumeur veut que ce soit des jeunes filles qui auraient écrit à Mattel pour avoir une version masculine de Barbie. Quoi qu'il en soit, Ken voit le jour en 1961. En fait, Ken est un peu un accessoire supplémentaire. Barbie veut aller au restaurant. Pour s'y rendre, elle prendra sa voiture rose et son Ken. À travers le temps, Barbie évolue. Elle change. Dans les années 60, Jack Ryan y va de plusieurs ajouts sur Barbie, dont la rotation de la taille et des genoux. Chez Mattel, la décennie des années 70 commence en force avec Barbie Malibu. Elle a de longs cheveux blonds et lisses, mais ce qui marque le plus l'imaginaire, c'est que pour la première fois, Barbie ne détourne pas le regard. Ses yeux regardent droit devant elle. Avant ça, le regard de Barbie était fuyant alors que celui de Ken regarde droit devant depuis sa première édition. Inutile de dire que ce changement va choquer plusieurs hommes. Cette simple différence au niveau des yeux est un bond en avant dans l'affirmation des femmes des années 70. Avec la popularité du disco et de la mode, Mattel mise sur Superstar Barbie. On élargit le sourire de Barbie pour le rendre plus souriant. Au fil du temps, Jack Ryan a accumulé énormément d'argent grâce à Barbie, mais Mattel cesse un jour de lui payer ses redevances. Jack Ryan, qui n'a jamais eu froid aux yeux, poursuit Mattel pour redevances impayées. On se rappelle que son contrat stipule qu'il doit avoir des redevances à la hauteur de 1,5% des ventes des produits qu'il a aidé à concevoir. 1,5% des ventes de Barbie, c'est peut-être peu, mais ça représente une fortune incroyable. La poursuite dure des années et ruine Jack Ryan qui doit quitter sa luxueuse maison pour un appartement modeste. Il gagne finalement sa cause, mais sa vie est ruinée. Il est alcoolique et cocaïnomane. C'est une fin très triste. Tout ça pour 1,5%. Si Mattel ne voulait plus payer Jack Ryan, c'est peut-être parce que malgré les succès de Mattel, les finances ne vont pas aussi bien qu'on pourrait le croire. On se rend compte que Ruth Handler, la mère de Barbie, change les comptes de la compagnie et s'en met plein les poches. En 1975, les actionnaires de la compagnie se tournent vers la justice et la police se mêle du dossier. Cela force Ruth et Elliot Handler à démissionner de la compagnie qu'ils ont créée il y a 30 ans.
Ruth Handler est finalement déclarée coupable de fraude et de fausses déclarations. Elle reçoit une amende et doit effectuer des travaux communautaires. Après le départ de Ruth Handler, des hommes tombent aux commandes des produits Barbie et sortent la poupée Growing Up Skipper. Lorsqu'on fait pivoter le bras, les seins de Barbie sortent de sa poitrine. Heureusement, la poupée n'a pas connu un gros succès. Dans les années 80, Hasbro désire concurrencer Mattel, son rival de toujours, et s'inviter dans la clientèle cible de Barbie. Pour y arriver, Hasbro imagine Jem. Jem c'est le rêve, ouh, Jem c'est la fièvre, ouh, un livre fou qui fait des jaloux, Jem. C'est une poupée un peu plus grande que Barbie, c'est quand même fait exprès, tu sais, et dont la promotion est en grande partie faite grâce à la série animée Jem et les hologrammes. Les jouets et la série logent dans un créneau en vogue dans les années 80, le rock. En apprenant la sortie éventuelle de ces poupées, Mattel prépare sa contre-attaque et sort la Barbie Rockstar. Les Barbies de Mattel arrivent sur les étagères avant même les Jem d'Hasbro, ce qui prend de court la concurrence. Du génie. Ça fait même passer Hasbro pour des copieurs. Au début des années 90, il y a une Barbie candidate à l'élection présidentielle qui serait inspirée d'Hillary Clinton. Cependant, tout n'est pas rose chez Barbie dans les années 90. On délaisse un peu les métiers pour retourner aux nombreux vêtements et accessoires. On enferme donc un nouveau Barbie dans un rôle de femme traditionnelle. Dans les années 90, on retrouve des Barbies parlantes qui déclament des phrases préétablies allant dans tous les sens. Elle propose d'aller magasiner ou qu'elle aime le barbecue. Cependant, il y a une phrase qui ne passe pas. Celle qui dit que les mathématiques, c'est difficile. Math class is tough. La poupée fait un scandale puisqu'elle alimente les stéréotypes sur le fait que les femmes sont mauvaises en mathématiques. C'est peut-être le scandale le plus important créé par une poupée Barbie. You've got the longest hair ever. Totally hot, totally cool. Les années 90, c'est surtout l'époque de la Barbie aux cheveux longs qui lui arrive jusqu'aux pieds. Elle est d'ailleurs le modèle Barbie le plus vendu de tous les temps. Le tout vient avec du gel pour ses cheveux. Il est vrai que les années 90, c'est la décennie du gel. Je suis pas sûr que je m'ennuie de ça. Le retour aux accessoires serait dû au fait que les enfants s'amusent avec des jouets de plus en plus tôt, mais délaissent également leurs jouets de plus en plus jeunes, pour se tourner vers les jeux vidéo, entre autres. Mattel s'adapte donc au niveau d'âge de sa clientèle et se lance dans des Barbie princesses et des Barbie sirènes. En 1997, Jill Barrett devient PDG de Mattel. Sa première action est de faire revenir Ruth Handler, la créatrice de Barbie chassée de Mattel pour fraude. Ruth ne mentionnera jamais Jack Ryan comme étant le co-inventeur de Barbie. Qu'il en soit le co-inventeur ou non, le rôle de Jack Ryan demeure important. C'est un fait. Hey, des genoux qui plient, c'est le fun! Passion for fashion, passion for fashion, passion for fashion. You gotta self-express in the way you dress. If you got attitude. Au début des années 2000, l'arrivée des Bratz porte un coup dur à Barbie. Bratz est vue comme une poupée en phase avec son époque et à laquelle les filles peuvent s'identifier, tandis que Barbie semble cantonnée au rôle de la poupée traditionnelle et un peu vieillot. Là où Bratz frappe fort, c'est qu'on retrouve dans sa collection des poupées avec des couleurs de peau différentes. Il est vrai que Mattel intégrait à ses Barbie une poupée afro-américaine depuis des années. Cependant, la poupée blonde demeurait en avant-plan dans les publicités depuis 1959. Devant la sérieuse concurrence de Bratz, Mattel fait appel au tribunal. Dans les faits, le créateur des Bratz était un employé de Mattel quand il a vendu sa licence à la MGA, la compagnie qui possède les Bratz. Pour cette raison, Mattel affirme que les Bratz sont leur propriété. En 2013, après 8 longues années devant les tribunaux, la MGA obtient gain de cause. Dans les dents, Barbie. Au tournant des années 2000-2010, Mattel voit bien que Barbie n'est plus en phase avec son époque et que les ventes sont de moins en moins importantes. Les Bratz sont là pour leur rappeler. Mattel se lance donc dans des Barbie avec des modèles diversifiés. Entre autres, on voit arriver la Barbie chef de chantier. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on propose également des Barbies avec des silhouettes différentes afin que les jeunes filles s'identifient dans cette variété des corps. Nous avons donc des Barbies plus grandes, donc plus petites, et même des Barbies en situation d'handicap. Longtemps, on a reproché à Mattel de ne proposer que la Barbie blanche aux cheveux blonds. Aujourd'hui, on retrouve des Barbies latinas, afro-américaines et asiatiques. N'oublions jamais que Barbie est un produit de consommation et que Mattel veut de bons chiffres d'affaires. La compagnie s'adapte donc à sa clientèle et au pouls de la société. Par exemple, en 2021, Barbie sort une collection COVID.
Difficile de dire que c'est autre chose que de l'opportunisme. Mais peut-on en vouloir à une compagnie de jouets de vouloir vendre dans un marché capitaliste? Pas vraiment. Faut aussi penser que les éditions inusitées, c'est le genre de jouet qui attire les collectionneurs. D'ailleurs, Mattel crée des éditions spécifiquement pour les collectionneurs. Barbie n'est donc pas seulement pour les enfants, c'est également un jouet d'adulte. Un peu comme Lily, la poupée allemande. Je l'avais presque oublié celle-là. On a souvent reproché à Barbie d'avoir une silhouette qui ne représente pas la réalité des corps féminins et qui contribue aux stéréotypes et au culte de la minceur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ouvrir une parenthèse en rappelant que Barbie n'est pas à l'origine des standards de beauté. Ça existait bien avant, mais qu'elle y contribue sans aucun doute. Je ferme la parenthèse. Dès le salon du jouet de 1959, on s'interroge à savoir pourquoi représenter une femme avec d'aussi gros seins. Ruth Handler, la mère de Barbie, se défendra toute sa vie en disant qu'elle veut que les petites filles puissent imaginer leur corps une fois adultes et que dans la tête d'un enfant, une Barbie n'est pas sexualisée comme le voient les yeux d'un adulte. Pour ce qui est de ses hanches et de son cou, Mattel justifie ses choix en disant que certaines parties du corps doivent être longs et minces pour pouvoir facilement accumuler les couches de vêtements. Dans les années 60, Mattel sort des accessoires où l'on retrouve une balance où le poids est bloqué à 50 kg et un petit livre avec un titre que l'on peut traduire par « Comment perdre du poids ». Et en quatrième de couverture, on retrouve les mots « Ne pas manger ». Certaines personnes qui critiquent Barbie vont jusqu'à dire que si elle était humaine, son tour de taille ferait 20 cm et que son corps n'aurait pas assez de place pour ses organes. Mattel tient finalement en compte ces critiques en proposant des corps différents. Et il faut tout de même avouer que la pression faite à l'entreprise lui amenait une mauvaise presse. C'est bien beau parler de Barbie, mais qu'est-ce qu'on pense de ce jouet à l'international? Dès sa mise en marché, pour les enfants hors des États-Unis, Barbie représente l'américaine parfaite. C'est un symbole fort des 30 Glorieuses, une époque de prospérité économique. C'est également une porte-parole du capitalisme, puisqu'il faut acheter le plus de vêtements et d'accessoires possible à Barbie pour que ses rêves deviennent réalité. Preuve que Barbie divise autant qu'elle rassemble, en 2003, l'Arabie Saoudite interdit les Barbies sur son territoire parce qu'elles seraient trop sexuelles. À ce moment-là, les Occidentaux, voyant en Barbie un jouet anti-féministe, crient en la libération des Barbies. Voici un exemple qui démontre que plusieurs ont un rapport complexe avec ce jouet de plastique. En 2023, l'un des films les plus attendus de l'année est le film Barbie. Ce film-là est sans aucun doute une opération marketing de grande échelle. Après tout, malgré les efforts, les ventes de Barbie ne sont plus ce qu'elles étaient. En revanche, le long métrage change complètement la donne. Y es-tu beau, Ryan Gosling? En plus, il est canadien. Véritable icône de la culture populaire depuis 1959, Barbie traverse les années en s'adaptant à sa clientèle, ce qui est le propre d'une compagnie. Certains voient en Barbie un jouet innocent, une alliée féministe ou encore un jouet anti-féministe. Si le rapport de certaines femmes ou de petites filles avec Barbie n'est pas toujours simple, c'est également le cas chez certains hommes. Je me souviens moi-même d'avoir déjà vu de jeunes garçons se faire refuser le droit de jouer au Barbie. Barbie reste peut-être encore la reine des jouets genrés. Est-ce que c'est la faute de Mattel, des parents ou de la société?